Si un nom résonne universellement dans le domaine du divertissement sportif, c'est incontestablement celui de Paul Heyman. Créateur et leader de shows d'une qualité exceptionnelle, gestionnaire des plus grandes stars de l'industrie, dénicheur de talents, cet homme s'impose comme un visionnaire et fait partie intégrante de ces figures emblématiques qui ont façonné l'évolution de cette discipline. Actuellement manager et conseiller personnel du champion universel indisputé Roman Reigns, je vous invite à plonger avec moi dans l'une des success stories les plus marquantes de notre époque, celle d'un homme déterminé à réaliser ses rêves quoi qu'il en coûte. Mesdames et messieurs, je vous présente la carrière exceptionnelle de Paul Heyman. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Paul Heyman se passionne pour le catch dès les premières images qu'il peut voir. Le jeune Vince McMahon interviewe le regretté Billy Graham et c'est à partir de ce moment que Paul Heyman sait quel avenir lui est destiné. Son rêve n'est pas de catcher mais d'intégrer les coulisses et de découvrir comment ce monde évolue pour préparer chaque show. Déjà homme d'affaires dès son plus jeune âge, il vendait des posters de films avant d'utiliser l'argent de sa bar mitzvah pour acheter un bel appareil photo et une caméra pour revenir à ses fondamentaux, sa passion pour le monde de la lutte. Il fait ses premiers pas en tant que photographe et rédacteur pour des magazines de catch tels que Pro Wrestling Illustrated. Puis il évolue rapidement en obtenant le poste de directeur de petite fédération, mais Heyman a faim de succès et veut réaliser son rêve d'intégrer la WWF. Alors un jour, dans une imprimerie où les journaux sortent pour Manhattan tous les matins, il lit sur l'une des pages un article de Vincent James McMahon, le père de Vince, créateur de la WWF, qu'il venait se faire couper les cheveux chaque lundi à l'hôtel Warwick, puis assister à son show et finissait par dîner au Ben Spencer Steakhouse à Manhattan. Paul Heyman prend son courage à deux mains, obtient le numéro de la compagnie et demande à parler au patron Vince McMahon. Il se présente comme étant l'éditeur et rédacteur en chef du magazine Wrestling Times. Heyman tente un coup de poker en demandant son laissez-passer de presse pour le spectacle du Madison Square Garden. Il obtient finalement et réalise son rêve en entrant dans les coulisses pour interviewer les superstars avant d'aller aux abords du ring et d'effectuer l'un des plus grands coups de maître à seulement 14 ans, replaçant le mot culot sur la carte. Finalement, son travail impressionne et il prend rapidement la route avec la compagnie, se liant d'amitié avec les grosses têtes de l'époque qui lui enseignent tout sur ce business et voient déjà en lui une future star des écrans. Les années passent et Heyman crée ses contacts dans l'industrie, ce qui le conduit à l'état de Caroline pour se rendre à la NWA dans la fédération de Jim Crockett dirigée par le légendaire Dusty Rhodes. Heyman entre dans les coulisses, certains catcheurs qu'il connaît lui font visiter jusqu'à arriver devant la salle de réunion pour la programmation. Une chance pour lui car il s'y rend caché sous sa casquette et se place au fond de la salle écoutant avec émerveillement les conseils de Dusty. Mais celui-ci le remarque évidemment et le reconnaît après son coup de poker au Madison Square Garden et lui demande pourquoi il se trouve dans une salle de production et Heyman lui dit qu'il veut juste en apprendre sur lui et sa façon de créer. Après un long moment soutenu par un regard fixe, Dusty finit par l'accepter et lui dit qu'il est au bon endroit pour apprendre sur ce milieu. Après ces semaines d'apprentissage, Heyman reçoit une opportunité unique de se tester en tant que promoteur du club Studio 54 lors des très convoitées soirées du vendredi. En 1985, de nombreux employés clés du club quittent le navire en perdition et rejoignent un club rival de la région. La popularité du Studio 54 diminue également, offrant ainsi une opportunité à ce jeune et ambitieux photographe de 19 ans de faire découvrir ses talents. L'une des grandes idées de Heyman pour attirer des affaires au Studio 54 est d'organiser une fête combinant musique, danse et bien sûr lutte professionnelle. À l'été 1985, la lutte professionnelle est un produit très prisé avec l'émergence de la WWF et de la Hulkamania. À quelques mois seulement du tout premier WrestleMania qui a vu toutes les stars venir regarder, cela rappelle beaucoup l'ancienne époque du Studio 54. Heyman veut capitaliser sur cela et utilise ses relations dans le secteur de la lutte en tant que photographe au Madison Square Garden pour incorporer la lutte et la musique dans une boîte de nuit. L'événement doit s'appeler Wrestle Party 85 et a lieu le vendredi 23 août 1985. Heyman contacte Vince McMahon pour que la plus grande star de toute la lutte, Hulk Hogan, apparaisse à son événement et reçoive le prix de l'homme de l'année. Malheureusement pour Heyman, la WWF se trouve sur la côte ouest à cette époque et ne peut envoyer Hogan ni aucune autre de ses stars. Alors Heyman fait la meilleure chose et contacte le promoteur de la NWA, Jim Crockett. La NWA est de la région voisine de Philadelphie en Pennsylvanie pour un spectacle. Ainsi, Heyman parvient à convaincre Crockett de lui prêter certains des meilleurs talents de la NWA dont Dusty Rhodes, Magnum TA et Nature Boy Ric Flair. Et ce sera Flair qui remplacera Hulk Hogan et recevra le prix fictif de l'homme de l'année 1985. Flair, Magnum TA et Dusty Rhodes ne montent finalement pas sur le ring et au lieu de cela, Heyman contacte une école de lutte voisine dans le New Jersey qui fournit les talents nécessaires pour lutter lors de l'événement. L'un d'eux est son meilleur élève, un lutteur nommé Bam Bam Bigelow, ce sera le tout premier match de lutte officiel de Bam Bam. En conclusion de cette incroyable soirée, c'est l'initiation de Paul Heyman au monde de la lutte professionnelle et en tant que promoteur. Après son immense succès, Heyman quitte le Studio 54 et est poussé par son ami Bam Bam afin de devenir manager non plus à l'arrière mais en direct à la télé. Heyman prend le pari et adopte le nom de Paul E. Dangerously à cause de sa ressemblance avec Michael Keaton dans le film Johnny Dangerously. Il devient alors manager pour les Motor City Madmen et enchaîne les apparitions dans les petites fédérations dû à ses talents de photographe. Il finit par être contacté par le patron de la Florida Championship Wrestling, mais finalement la compagnie se fait racheter et laisse Heyman sur la touche, mais son ami Bam Bam le fait venir à Memphis pour prendre la direction de la Continental Wrestling Association.
Heyman était détesté en coulisses et est rapidement mis en collaboration avec les plus gros heels de l'organisation, Tommy Rich et Austin Idol, dans une rivalité intense avec Jerry Lawler, une guerre qui finit avec la défaite du King dans un match en cage avec comme stipulation Air vs Air match. Il évolue ensuite à la AWA, gagne en popularité et il développe sa gimmick qui était en fait une extension de la véritable personnalité de Heyman, un jeune New-Yorkais aisé en permanence pendu à son téléphone, qui est d'ailleurs parfois utilisé pour frapper les adversaires de ses protégés. Pour trouver son idée, il cherchait quelque chose de voyant et tombe un jour sur le film Wall Street avec le personnage de Gordon Gekko qui tient cet immense objet à la main et s'en empare pour sa gimmick à l'écran. Il quitte ensuite la WA et finit par travailler en toute indépendance aux côtés d'Eddie Gilbert en Alabama. Parallèlement, il commence à diriger le booking créatif pour une fédération indépendante à Chicago appelée Windy City Wrestling. Très occupé et éloigné des projecteurs nationaux, il peut surtout commencer à construire sa réputation dans les coulisses. Peu après, Eddie Gilbert et lui quittent l'Alabama pour une nouvelle organisation, la WCW. Tully Blanchard et Arn Anderson, l'équipe phare, quittent la promotion de Jim Crockett lors de la vente à Ted Turner et se rendent à la WWF. Dusty Rhodes, alors encore directeur créatif à l'époque, a besoin d'une nouvelle équipe pour travailler avec les Midnight Express et Heyman gérait l'équipe originale à la WA. Jim Cornette, nouveau manager de la nouvelle Midnight Express avec une raquette de tennis, et Heyman avec le téléphone forment un duo iconique. L'un des catcheurs de la nouvelle équipe, Dennis Condrey, la quitte et rejoint finalement celle d'Heyman, créant une rivalité naturelle. Cette feud apporte de la popularité à la fédération et Heyman permet de mettre en avant son immense talent en tant que heel. Finalement, l'équipe se sépare et Ric Flair, qui remplace Heyman au sein de la compagnie, le vire. Heureusement, la légende Jim Ross le sauve en le prenant en tant que commentateur à ses côtés, lui permettant ainsi de devenir l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Leur duo humoristique fonctionne parfaitement et Ross est impressionné par l'immense capacité de ce jeune. Cependant, Heyman est finalement suspendu de son poste de commentateur et la fédération paye Heyman pour annuler son contrat et rentrer chez lui. Mais la compagnie vient de signer une top star en la personne de Rick Rude et les audiences s'écroulent. Jim Crockett le rappelle alors avec un concept de créer une nouvelle génération des Four Horsemen et c'est là que naît la Dangerous Alliance dirigée par Paul Heyman et assistée par Madusa. L'équipe est composée de Bobby Eaton, Rick Rude, Arn Anderson, Larry Zbyszko et l'une des visions d'Heyman, le champion TV de la WCW Steve Austin. Cette alliance domine la scène de la WCW en remportant tous les titres et s'étend dans le monde du catch de manière générale. Le travail de Paul est mis en avant sur les posters, les cartes de show et même les DVD. Malheureusement, Heyman finit par être viré en janvier 1993 en raison de problèmes avec la nouvelle direction. Il poursuit la compagnie pour antisémitisme et remporte son combat après que le patron ait fait des déclarations racistes lors d'une interview au magazine PW Torch. Après son renvoi, Heyman en a définitivement marre du monde de la lutte, cependant son ami qui n'est désormais plus à la tête de la WCW lui demande s'il veut créer avec lui une fédération de catch traditionnel au Texas. Heyman refuse initialement, conscient que le catch traditionnel est démodé et que le genre doit être renouvelé. À ce moment-là, Eddie Gilbert est booké pour une fédération basée à Philadelphie, la NWA Eastern Championship Wrestling. Paul vient en aide à Gilbert en apprenant aux jeunes catcheurs comment répondre aux interviews, cependant le comportement érratique de Gilbert lié à ses problèmes d'addiction devient trop difficile à gérer. Heyman, qui était initialement venu aider son ami pour un ou deux shows, se voit employé et nommé responsable de la direction créative de la compagnie par son propriétaire. Il apporte une nouvelle vision du catch moderne en étudiant des styles de catch à travers le monde, là où la WWF et la WCW ne progressent pas en donnant des gimmicks inappropriés à leurs lutteurs. Heyman engage d'abord les vétérans de chaque fédération, les considère de nouveau à leur juste valeur, puis crée de véritables stars qui feront la renommée de l'ECW comme Tommy Dreamer, Taz ou encore Sabu. Heyman construit un empire et une incroyable alternative au catch ennuyeux d'aujourd'hui, basant la fédération sur un style hardcore. Une nouvelle ère émerge, innovante, nouvelle, différente, futuriste et surtout extrême. Heyman et Gordon rebaptisent leur promotion, éliminant la dénomination régionale Eastern pour en faire l'Extreme Championship Wrestling. Ils mettent fin au lien avec la National Wrestling Alliance, acquérant ainsi leur indépendance et finalement Heyman devient le seul propriétaire de la fédération. Sa vision créative repose sur la capacité à mobiliser le public sur le concept du nous contre eux, ECW contre WWF et WCW. Grâce à sa vision extrême, il parvient à renouveler le monde du catch et à apporter l'attitude era de Vince McMahon. Les deux rivaux étaient en fait en collaboration, s'aidant mutuellement pour leur show. Heyman définit l'identité de l'entreprise sur la loyauté, encourageant les lutteurs à exprimer leurs vrais sentiments et participant volontairement à la logistique interne pour créer des storylines qui leur conviennent et surtout qui leur ressemblent. Malgré l'énorme popularité de l'organisation, depuis que Gordon est parti, la compagnie sombre dans un gouffre financier car Heyman à la création ne s'occupait pas des finances de base. Pour créer des shows de plus en plus extraordinaires, il dépensait sans compter. Certains mois, il ne pouvait même plus payer leurs employés, mais ces derniers restaient tous à ses côtés pour la liberté, la vision et l'implication qu'Heyman avait pour chacun d'entre eux. Malgré ses défauts, ils étaient tous et toutes des Paul Heyman guys. La fin de l'ECW a été un désastre. Vers la toute fin, Paul a cessé de venir aux événements, Tommy Dreamer dirigeait la fin créative de l'ECW et à la toute fin, il était le patron des shows par pure loyauté. Paul avait baissé les bras, il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour sauver l'entreprise. Il était physiquement, émotionnellement, mentalement épuisé. Il a tout donné ce qu'il avait à l'ECW et il faut lui en donner le crédit, c'était incroyable mais il avait juste fini. Malgré tout le merchandising qui se vendait très bien à l'ECW, ce qui leur manquait et qu'ils n'arrivaient pas à obtenir étaient les droits télé, c'était une situation incontournable. Ils étaient trop grands pour être petits et trop petits pour être grands.
Le CW était en bataille pour survivre et chaque jour solitaire qu'ils ont survécu était un miracle jusqu'à la fermeture définitive. Puis après avoir investi toutes ses économies et celles de ses parents, la compagnie était finie, tout était désormais terminé. Le CW est déclaré en faillite en 2001, quelques semaines après que la WCW ait été vendue à la WWE pour 2 millions de dollars. Paul Heyman apparaît à Raw après la fin de sa clause de non-concurrence de 90 jours. Certains de ses employés de l'ECW étaient furieux de ne pas avoir été informés qu'il allait perdre leurs emplois, mais en réalité, Paul les avait sauvés afin qu'ils ne soient pas endettés et récupèrent leur salaire jamais ou partiellement perçu. De plus, cela permettait à Paul de devenir commentateur de Raw aux côtés de son mentor Jim Ross et également d'être un atout majeur de l'équipe créative. Après plus d'un an dans la compagnie, aussi bien en commentaire qu'en coulisses, Taz, l'un de ses fidèles employés, lui suggère de regarder du côté de la OVW, le territoire de développement de la compagnie, pour découvrir le jeune talent, Brock Lesnar. Il le rencontre et le trouve humainement fascinant, constatant qu'il a soif d'apprendre sur ce business. Vince lui en parle et c'est conclu, il revient en mars 2002 en tant que manager de Brock Lesnar, l'aidant à remporter le WWE Undisputed Championship face à The Rock à SummerSlam, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire de la compagnie à seulement 25 ans. Entre-temps, Vince instaure un second show au sein de la fédération, SmackDown, pour mettre en concurrence les deux brands. Heyman est mis à la tête créative avec un seul objectif, les exterminer. Maintenant, je comprends mieux les incroyables rivalités et les matchs exceptionnels du côté du show bleu, comme le décollage de la division par équipe avec la feud entre les Hardy Boys, Edge et Christian, et ses anciens poulains les Dudleys. La meilleure chose qu'Heyman ait pu faire à son poste, c'est d'avoir pris des superstars qui ne seraient jamais perçus comme des événements principaux auparavant et de les avoir mis sous les projecteurs sans sacrifier le box-office de Brock Lesnar, Undertaker, Hulk Hogan ou tous les autres superstars qu'il avait déjà présentés dans le show à l'époque. Il a toujours fait en sorte de trouver des talents non découverts que beaucoup de gens ont négligés. Il a le don d'apercevoir une star qui va évoluer au fil du temps. Même si Paul est un être humain doué et rempli d'idées, il admettra lui-même qu'il est encore un enfant et ne comprend pas encore totalement le monde du business, en particulier le fait que chacune de ses idées ne peuvent pas toutes être retenues pour les insérer dans le show bleu. En raison de ses nombreux caprices, Stephanie McMahon, co-directeur de SmackDown, le met sur la touche et après discussion l'envoie diriger et produire le club école de la WWE, d'où Lesnar est sorti, la OVW, la Ohio Valley Wrestling. Une véritable bénédiction pour lui plutôt qu'une punition comme le disaient ses détracteurs, car il a là l'occasion de faire ce qu'il aime et ce qu'il fait de mieux, développer des talents. Toutes les superstars en développement sont ravis car Heyman agit de la même manière qu'à l'ECW, il prend soin de ses employés. Puis vient le jour où signe le roi de la scène indépendante, CM Punk. Dès sa signature en 2005, c'est un véritable coup de foudre entre les deux hommes. Paul Heyman reconnaît immédiatement son talent et lui fait découvrir et apprendre l'envers du décor de l'écriture des shows au booking. CM Punk est une véritable éponge et une future star du business. Il fait de Punk la principale vedette de l'OVW, lui faisant remporter les 3 titres de la fédération, mais finalement ses vieux démons créatifs reviennent et malgré l'immense soutien des superstars, il est mis de côté à nouveau avant de retrouver sa gloire d'antan. Vince McMahon et lui décident de créer le show ECW One Night Stand avec les anciennes superstars de la ECW et de la WWE. Lors de cette première édition, on peut voir Heyman en larmes de retrouver sa vision et la foule qui l'ovationne dans la salle entière. C'est un succès total et s'ensuit alors une deuxième édition identique où Rob Van Dam devient champion de la compagnie en rivant les épaules de John Cena et finalement Vince se fait revivre le rêve de Paul Heyman en reformant l'ECW qui devient la 3e division de la WWE. Malheureusement, tout aurait pu fonctionner parfaitement avec l'aide de Shane McMahon car il avait une vision claire similaire à celle de Paul qui était de faire de l'ECW une branche à part comme dans les années 1990 en recréant notamment la rivalité entre la WWF et la WCW. À l'époque, Shane avait réellement acheté la WCW pour nuire à la compagnie de son père. Shane a le concept de faire de l'ECW un programme numérique, une exclusivité internet et de le garder à petit budget en interne avec les bons talents, certains des gars originaux, beaucoup de nouveaux talents. C'est donc une présentation authentique mise à jour qui peut également servir de système de développement. Au fur et à mesure que le concept grandissait, la WWE a voulu ajouter le show à la télévision car il continuait à attirer une certaine audience, et dès le moment où les droits télé ont été achetés ainsi que les pay-per-views c'était terminé, ils étaient devenus une entreprise. Le nom ECW était toujours le même certes, mais le show n'avait plus rien à voir avec le show d'origine en raison des conditions qu'ils doivent maintenant remplir. Si Vince avait appelé le show d'une autre manière, il aurait peut-être fonctionné, mais jouer sur une nostalgie qui ne ressemblait en rien à la réalité a ruiné ses chances de réussite. Tout le monde était frustré de Paul Heyman lui-même à ses catcheurs, avec ses restrictions, il était tout bonnement impossible de ressusciter une authentique version de l'ECW. En définitive, Vince McMahon le met à la porte en quelque sorte avec ses reproches et Heyman démissionne, heureux de ne plus être associé à cette compagnie, puis comme un obstacle inévitable, Vince fait mourir à jamais la légende de ce show historique qu'était l'ECW. Maintenant libéré du monde de la lutte qu'il a finalement dégoûté, il a de nombreux objectifs et souhaite poursuivre dans la création en essayant tout d'abord d'acquérir la promotion de MMA Strikeforce pour gérer simultanément la carrière en MMA de son poulain Brock Lesnar. Ils écrivent un livre ensemble sur la vie de Brock et parmi tous ces différents projets, ils lancent une série à la télévision appelée Heyman Hustle. La série connaît un grand succès et avec son associé, ils créent leur société de production L4L, Looking for Larry, offrant des services complets en matière d'image, de marque, de publicité et de création de contacts. Heyman fait entre guillemets son retour dans le monde du catch en participant au développement des jeux W2K13, mettant en avant son poulain CM Punk puis de l'opus suivant W2K14. Grâce à internet et son développement sur téléphone portable, Heyman ne change pas ses habitudes des années 90 et le tient toujours en main avec un format plus petit. Il peut désormais travailler partout dans le monde et développer ses talents dans différents business.
Après la carrière terminée de Lesnar à l'UFC ainsi que sa collaboration avec Heyman en tant que manager dans l'entreprise, il accepte la proposition de retour offerte par la WWE. Il fait son retour dans la compagnie après 8 ans d'absence sous une ovation monstrueuse et achève Cena avec son F5. Puis la proposition pour Heyman tombe et même si Heyman aime intensément son nouveau job et ne veut absolument pas revenir à la WWE, Vince et lui font table rase et Paul fait son retour à la télévision le 7 mai 2012 pour être de nouveau aux côtés de son ami. Son deuxième passage au sein de la compagnie reste à l'heure actuelle le meilleur de sa carrière car elle a pu se découvrir à travers d'autres talents en travaillant avec eux. Je pense à Antonio Cesaro ou encore Curtis Axel qui l'a amené jusqu'à posséder le titre intercontinental, il a aidé et poussé au maximum jusqu'aux décisions définitives créatives les superstars pour lesquelles il avait une vision. Il accompagnera CM Punk à la fin de son fabuleux règne de 434 jours en tant que champion de la compagnie jusqu'à affronter le Deadman à WrestleMania. Après leur rivalité, il reprendra ensuite avec Brock Lesnar, l'amenant à malheureusement éteindre la streak de l'Undertaker à WrestleMania, puis l'accompagnera dans ses diverses rivalités jusqu'en 2019 où il est promu au poste de directeur exécutif de Raw. Presque un an après, il est viré de son poste de directeur exécutif de Raw en raison de mauvaises audiences d'un travail ne plaisant pas à Vince McMahon et pour faciliter le travail des équipes de production de Raw et de SmackDown en les fusionnant. Il fera son retour l'année suivante et deviendra conseiller personnel de Roman Reigns, l'accompagnant à chacune de ses apparitions en portant son précieux titre universel. Leur association évolue car ils intègrent les Usos à leur côté en créant ainsi la Bloodline et en récupérant premièrement les titres tag de SmackDown puis plus tard ceux de Raw pour les unifier et font de même avec le titre universel et le titre WWE Champion afin de régner sur l'entièreté de la compagnie. L'association entre Reigns et Heyman dure depuis maintenant 4 ans et il est indéniable que sans les conseils et sans le soutien de Paul, Roman Reigns ne serait pas aussi bon. Grâce à lui, il a pu développer un charisme dans le ring et au micro, un vrai statut et surtout devenir une énorme star. Tout cela grâce à la vision d'un seul homme et au talent de l'autre pour créer quelque chose de magique qui continue depuis près de 3 ans à captiver les fans et à élever les superstars avec qui il travaille. Cette année, ce sera Cody Rhodes contre Roman Reigns pour la seconde année consécutive pour les titres indisputés de la compagnie à WrestleMania 40 et je suis encore incertain quant à savoir s'il perdra définitivement ses titres. Également lors de cette soirée, Paul Heyman entrera dans le célèbre Hall of Fame pour le récompenser de toutes ces années de sacrifice et de sa vision qu'il a apportée pour ce business. Paul voit un amour indéfectible à ce business et demeure un fan depuis la première heure. Il est un fervent admirateur du talent, capable de vous faire croire en vous-même et en quelque chose, c'est son don pour le monde. Grâce à son expérience, il apporte une perspective de créativité et d'innovation qui permet de créer quelque chose à partir de rien. Il collabore avec un vestiaire rempli de jeunes talents, animés d'une passion débordante, n'ayant pas une décennie d'expérience et leur enseigne ce qu'il ne faut pas faire dans ce business. Il apprend également d'eux, se nourrit de leur passion et de leur enthousiasme pour créer ensemble des choses extraordinaires pour leur carrière. En fin de compte, il partage aux superstars sa vision ainsi que sa dévotion, agissant désormais en tant que mentor au sein de la compagnie. Paul a changé de personnage avec le temps pendant plus de 20 ans et parvient toujours à se faire huer dans toutes les arènes où qu'elle soit et reste la personne que vous aimez détester. C'est l'un des plus grands méchants de cette industrie, il a absolument vécu son rêve en développant des talents et en pouvant travailler avec tous ces catcheurs d'enfance qui l'inspiraient. Paul est né pour faire de la lutte et Dieu a mis Paul Heyman sur cette terre à cette fin. Il a toujours le même sourire de ses 14 ans quand il a franchi les portes de ce milieu à aujourd'hui. C'est un individu véritablement préoccupé sans aucune autre motivation que d'aider l'entreprise et les talents avec lesquels il travaille. Tout au long de sa carrière, il a apporté son soutien à de nombreuses personnes, il a su tirer le meilleur de chacun d'entre eux et de tant d'autres qui ont pu lui faire confiance. Indéniablement, cette personne est l'un des esprits les plus ingénieux, créatifs et manipulateurs de l'histoire de cette entreprise. Il a toujours eu la capacité de changer de cap avant que quiconque ne se rende compte que les tendances doivent être modifiées, et il a toujours eu une longueur d'avance sur les autres, devenant un maître dans ce domaine. Chaque personne qu'il rencontre et a la possibilité d'échanger avec lui découvre un nouveau potentiel intérieur. Cela signifie que malgré les millions de kilomètres qui nous séparent, malgré le fait que certains ne le considèrent que comme un divertissement, nous avons toujours des choses à apprendre de lui et resteront à jamais tous des Paul Heyman guys. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour développer la chaîne. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo, ça m'a demandé également beaucoup de travail car j'aime vraiment Paul Heyman et je voulais vraiment la faire. Je vous remercie pour tout votre soutien dernièrement, je vous remercie pour vos commentaires, vos j'aime, etc. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et je vous dis à la prochaine pour une autre histoire et d'ici là prenez soin de vous, salut à tous et merci.